semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo. Ce samedi, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous pour décryptage ce samedi, chers amis internautes, Komlan Léon Ahossi. Il est vice-président du parti politique Les Démocrates. Il est inspecteur des douanes à la retraite et il sera face à Distel Moussou qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. Il est analyste politique, chroniqueur politique, président, directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Avec eux, chers amis internautes, nous avons comme sujet au menu de ce décryptage le dossier communément appelé aujourd'hui Anat Gate. Nous parlerons également de la comparution du professeur Joël Frédéric Aïva au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Nous parlerons également de la comparution de Séraphin Yeto, au niveau de la CRIET dans le cadre de la découverte de 145 kg de cocaïne dans un de ces conteneurs. Nous parlerons au cours de cette émission de l'installation du conseil électoral avec l'élection de Saka Lafia à la tête de cette institution qui aura à charge l'organisation des élections désormais en République du Bénin. Et en fin d'émission, nous parlerons de la volonté du président Patrice Talon de transmettre le pouvoir en 2026. Nous parlerons par la même occasion de la problématique de cette pandémie de troisième mandat dans la sous-région ouest-africaine, pour ne pas dire en Afrique en général. Sans plus tarder, chers amis internautes, on retrouve dans un court instant mes invités pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Komlan Léon Ahossi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux amis internautes qui nous rejoignent que vous êtes vice-président du parti politique Les Démocrates, inspecteur des douanes à la retraite. Vous êtes face à Distel Moussou. Bonjour. Bonjour, amis internautes. Bonjour, Kader. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes chroniqueur, analyste politique et PDG de ADLSS. Alors, Basile Ahossi, je commence par vous. Vous avez suivi, comme tout citoyen béninois, au lendemain du Conseil des ministres de la semaine passée, ce dossier qui parle de malversation financière au niveau de mauvaise gestion au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres. On parle des véhicules frauduleusement immatriculés et autres. Dites-nous, en tant qu'inspecteur des douanes qui avait quand même courtoyé un peu le secteur, quels sont vos commentaires sur cette situation? Merci, monsieur le journaliste. J'ai suivi le communiqué du Conseil des ministres. Je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses qui sont réelles dedans, dans le communiqué. Parce que quand nous étions à l'Assemblée, il y a beaucoup de choses que nous avons combattues. Mais malheureusement, on n'avait pas eu suffisamment de gens avec nous pour essayer d'y remédier. Les problèmes des travaux pressés, les problèmes de Interpol où on paye 10 000, il y avait plein de choses. Je ne dirais pas non plus que à l'occasion d'immatriculation des véhicules, qu'il n'y ait pas de véhicules qui se soient glissés frauduleusement dans les immatriculations. Je ne le dirais pas. Mais par contre, et j'ai fait une intervention là-dessus, tous les véhicules, je le redis ici, ne peuvent pas avoir une quittance de dédouanement parce que c'est un éventail. C'est un éventail. Il y a des véhicules qui sont vendus aux enchères, qui n'ont pas de quittance de dédouanement. Et le récépissé, qui est un récépissé du ministère des Finances, est gardé dans le dossier d'immatriculation. On ne peut pas demander à un usager aujourd'hui de présenter ce document. Et puis il y a les véhicules du garage central administratif. Il y a tellement de choses. Donc, premier point, je dis que ça là, on ne peut pas dire systématiquement, on vous arrête, on demande les guides. On ne peut pas. On va tracasser les gens pour rien. La deuxième chose que je voulais dire, les numéros qu'on a affichés et qu'on dit que c'est à partir de 2016, je dis non. Non, parce que j'ai vu des numéros AT, par exemple. Moi, j'ai une voiture AY qui est de 2013. Alors, on ne peut pas me dire que AT est de 2016. Donc, je crois que l'initiative d'aller donner un coup de pied dans la fourmilière de direction des gens des transports terrestres, c'est comme ça que je l'appelle, n'est pas mauvaise, mais je crois que ça a été fait dans la précipitation et bâclé.
C'est bâclé. Je vous reviens dans un instant. Distel Amoussou, vous avez lu également le compte rendu du Conseil des ministres. Vous avez suivi également le déroulé de ce dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous estimez que le gouvernement a joué sa partition? Tout à fait. Et surtout lorsque je dois intervenir à la suite du technicien, je n'aurai pas d'aspect, d'avis, n'est-ce pas, technique plus outillé sur la question. Mais je dirais simplement que la volonté, n'est-ce pas, de bousculer cette chandelle est une attitude responsable qu'il faudrait saluer de la part du gouvernement de mon pays. Et dire que certainement, et le technicien nous le dira, certainement que cette pratique ne date pas de sitôt des dernières immédiates années que nous avons, les 4 dernières années. Nous avons traversé. Il faut dire que cela participe de la résistance de la pègre. Voyez-vous, lorsque vous instaurez une posture, une démarche d'assainissement, au fur et à mesure que les services républicains, n'est-ce pas, mettent en place des réformes, ou que le gouvernement, l'État met en place des réformes, il y a que la paix également réfléchit et fait preuve d'ingéniosité pour contourner les dispositions instaurées pour... Mais Distel Amoussou, est-ce que ça ne vous surprend pas qu'un tel scandale survienne sous la rupture, lorsqu'on sait un peu les différents mécanismes qui ont été installés pour lutter contre la mauvaise gouvernance sous ce régime? Il ne serait pas juste de cataloguer ce fait sous l'ère de la rupture. Il faudrait dire que c'est un mécanisme qui n'est pas nouveau. Et le technicien, quand je l'ai écouté tout à l'heure, M. Rossi disait qu'il y a des pratiques qui favorisent la chose, notamment que le dossier, la quittance est normalement en principe dans le dossier de la douane. Je crois que si j'ai bien suivi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un phénomène qui existait. C'est une pratique qui peut-être date de la création de la douane dans notre pays, mais qui aujourd'hui est dénoncée par un pouvoir en place, qui n'a pas fait preuve de complicité, que ce soit mal dénoncé, que ce soit vite dénoncé, que la dénonciation soit bâclée. Retenons le principe que le gouvernement a le courage, l'audace, n'est-ce pas, de mettre un frein à cette pratique-là et le saluer. Alors, comme Léon Basile Rossi, je me retourne vers vous. Pour avoir été agent des douanes, est-ce que vous pensez que l'État également est complice de ce fait? Je vais d'abord rectifier un peu ce que M. Amoussou a dit. Ce n'est pas le dysfonctionnement qui a été relevé n'est pas au niveau de la douane. C'est pas au niveau de la douane. La douane a divers cheminements pour envoyer les véhicules à l'immatriculation. Le problème des quittances, la douane fait ses quittances. Il se trouve qu'il y a aussi dans la nature des gens qui font des quittances parallèles. Ça existe. Et donc, le problème, c'est au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres. Voilà. Donc, c'est là qu'il y a eu le problème, et c'est là qu'il y a le plus gros problème. Le plus gros problème, parce que moi, je me rappelle quand j'étais encore en activité, on avait tellement resserré les pistes pour qu'il n'y ait pas de fuite de documents, de fuite de procédures, mais ça n'a pas empêché. Et je dois dire... Nous étions en quelle année, s'il vous plaît, pour nous permettre de contextualiser? Je suis parti à la retraite en fin 2006. Fin 2006. Donc ce n'est pas un phénomène qui est né sous la rupture. Non, voilà. Ça je l'ai dit. Je voudrais qu'on spécifie cela. Mais Basile Rossi, lorsque vous voyez un peu la volonté affichée du régime en place à lutter contre la corruption, est-ce que ça vous surprend qu'un dossier pareil fasse jour?
Non, non. En fait, vous posez deux problèmes. La volonté affichée à lutter contre la corruption, ça, je ne partage pas ça là. Maintenant, comme l'a dit M. Amoussou, la pègre, la peau dure. Et quel que soit le régime, il y aura toujours des tentatives pour contourner. C'est déjà bon que le régime ait essayé ça. C'est déjà bon que le régime ait essayé parce que c'est un gros nid. Ça, il faut être honnête, c'est déjà bon. Maintenant, il y aura à d'autres endroits parce que ce n'est pas la seule administration où le régime fait des incursions. Il y en aura toujours, quelle que soit la volonté. Mais vous dites que vous ne partagez pas la volonté affichée du gouvernement à lutter contre la corruption. Pourquoi? Non, parce que c'est partiel. La lutte contre la corruption est très partielle et parcellaire. Et parcellaire selon vous? Oui, selon vous. Et je vais m'en expliquer. Ok, donc je reviens. Le doyen Arossi pose certainement le problème de méthodologie, et le problème de structuration de cette lutte-là, mais je répondrai immédiatement pour dire que qui trop embrasse mal est trait, et qu'il faudrait toujours partir d'un point. Et je remercie le doyen Arossi de saluer, n'est-ce pas, la volonté du pouvoir du gouvernement Patrice Talon, n'est-ce pas, de donner un coup dans la fourmilière en ce qui concerne la direction la fin du transport terrestre. Mais justement, parlant de cette affaire de manifestation financière au niveau de l'ANAT, vous avez lu le compte rendu du Conseil des ministres, vous avez lu un peu ce qui a été découvert à travers l'audit qui a été diligenté. Je ne suis pas outillé pour qualifier ce que je pourrais appeler globalement mauvaise gouvernance. Oui, je pourrais, n'est-ce pas, valider avec vous cette notion-là de mauvaise gouvernance. Maintenant, dire qu'il y a malversation, il faut vraiment qu'une juridiction, les techniciens s'y penchent. Mais dire que le problème est global dans tout le pays et dans tous les secteurs, j'allais me dire dans toutes les administrations, mais la responsabilité est partagée. Partagée, c'est en cela qu'il faudrait saluer la volonté du président Patrice Talon de sortir l'argent de la politique. Car en réalité, tout part de là. Lorsque M. Arossi se réveille le matin, il est politique, il est politicien, il est vice-président d'un parti politique, et qui se réveille et que sous sa paillote, il y a 17 personnes alignées, et que dehors, avec la pression du filtrage, il y a 20 autres qui sont dans la rue et qui l'attendent. Et qu'il doit régler les problèmes sociaux qu'apportent ces personnes-là. S'il ne le fait pas, eh bien, il sera mal vu. Il va trouver les ressources où pour le faire. Sa popularité. Son salaire ne pourra pas assumer la chose. Voyez-vous, à la date d'aujourd'hui, il ne pourra pas nous dire par pudeur combien de messages de demande de Momo il a reçu ce matin. Il ne pourra pas le dire. Mais c'est que c'est là. Alors, sous cette pression, nos hommes politiques deviennent vulnérables. C'est pour cela qu'il faudrait vraiment emprunter la piste du bon mécanisme du système partisan pour que l'argent sorte progressivement jusqu'à définitivement de la chose politique dans notre pays. Sinon, le directeur général provenant d'un parti politique ou pas qui a été nommé, toute la famille, tout son entourage, tous ses amis, parents, alliés pensent que ce poste-là, pour lequel on l'a nommé, ou cette mission qu'on lui a confiée, était ou est un beurre pour eux tous, et chacun le pressure, chacun l'escroque, chacun le coupe, au point où son salaire, son revenu juste n'arrive plus à couvrir les dépenses, il commence par regarder à côté. Et c'est malheureusement ça qui amène à un autre phénomène social dont il faudrait qu'on parle un jour. Nombre de politiciens, d'hommes politiques, de responsables politiques dans notre pays aujourd'hui vendent leur maison
hypothèquent leur maison, vont faire des prêts pour pouvoir assurer les charges de ce qu'on appelle fief politique, ce qu'on appelle base électorale. Mais c'est un drame qu'il faut commencer par dénoncer. Il faut commencer par combattre Avant de progresser dans cette émission, accompagner le président Patrice Talon dans sa volonté de sortir l'argent de la chose politique et libérer nos hommes politiques pour que les idées désormais, les idéaux deviennent la matière première de la chose politique et non le CFA. Basile Arrossi, vous êtes un acteur politique de l'opposition. Dites-nous, est-ce que vous partagez les dénonciations que fait à l'instant Dissel Amousou? Est-ce qu'il dénonce? Je crois qu'il apprécie. Il apprécie. Mais je ne suis pas d'accord quand il dit qu'on fait l'effort de sortir l'argent de la politique. Non. Je trouve que l'argent s'implique de plus en plus dans la politique. Je vais donner 2 petits exemples. J'ai été député à la dernière législature. Mais c'est la première fois, ça je le dis sur ma foi, que j'ai reçu de l'argent à l'Assemblée, de l'argent sans cause. C'est la première fois, parce que tous les députés en reçu. Ça existait peut-être, je ne le nierai pas. Mais je crois que on en donnait aux gens de la mouvance pour les maintenir. Moi, j'ai pratiquement jamais fait la mouvance. Mais je me suis retrouvé à avoir de l'argent. Bon, on en a eu jusqu'au 4 avril 2017, où nous avons empêché la révision de la Constitution. Et puis, nos noms, ceux qui ont voté contre, nos noms disparaissent du tableau. Donc, c'est pour dire que l'argent... Moi, j'ai découvert ça après avril 2016. Donc, ce n'est pas totalement... Ça n'est pas juste. Non, vous me laissez finir. Vous me laissez finir. Je n'ai pas dit que ça n'a jamais existé. Mais on ne donne pas à ceux qui vous combattent. Je n'en ai pas eu. La deuxième chose que je voulais dire, mais le 16 avril, le 4 avril 2017, à quelques minutes du vote pour la révision de la Constitution, il y a eu la pression de l'argent. Je le dis, je peux être cru, je peux ne pas être cru. Mais il y a eu la pression de l'argent. Et ceux qui ont résisté ont voté contre. Donc, dire que l'argent, on le sort du truc, je dis non. Et puis, les dernières élections, on a vu les gens qu'on a entrepris pour estampiller plusieurs bulletins, tout ça, là, il y a eu de l'argent. Nous sommes au sein. Ça s'est passé autour de nous. Donc, dire que on est en train de sortir l'argent. Non, je crois qu'on est en train de restructurer la chose. Est-ce que c'est ça qui vous amène à dire que la lutte contre la corruption n'est pas véritablement... Non, c'est pas ça. On va y arriver. On va y arriver. Dissel Amousou, vous voulez... Oui, je vais réagir pour dire que, oui, le président Arrossi n'avait pas connu l'argent à l'hémicycle avant 2016, je le lui concède. Mais je l'informe que la chose existait. Non, et je l'ai dit que ça existait. S'il vous plaît. Et que pour voter, n'est-ce pas, les lois de finances des gouvernements antérieurs à 2016, c'était des caisses d'argent, des valises d'argent qui venaient. Oui, le président Basile Arrossi a dû résister à l'argent qui venait peut-être de la main droite. Mais il a certainement cédé à l'argent qui est venu de la main gauche. Parce que... C'est pas une affirmation parce que... Non, mais écoutez. S'il vous plaît, il y a que... Effectivement, comme l'a dit Dame Rosine Soglo, pour qui j'ai beaucoup de respect, il y a que certainement le pouvoir actuel a pu, n'est-ce pas, céder à une certaine pression, un certain chantage. Mais il y a aussi qu'en face, et ça nous le savons tous, que les députés qui étaient sous la coupe, n'est-ce pas, des forces de financement de l'opposition en exil, en avaient beaucoup
n'est-ce pas, amené de sorte que certainement le président Basil Arrossi a pu mieux se servir d'un autre côté qu'un autre. Certainement, il va réagir et nous allons continuer dans l'élan de cette émission. Je voudrais d'abord dire que l'histoire des valises d'argent à l'occasion du vote des lois de finances, je ne le connais pas. Et j'ai dit... Vous étiez absent du pays. Non, je ne suis pas. J'ai dit que ce n'est pas que cela n'existait pas. Je n'ai pas dit de façon péremptoire que cela existait. Mais moi, je ne connaissais pas. On ne pouvait pas être en train de combattre quelqu'un pour qu'il vienne vous donner de l'argent. C'est une pure logique. La seconde chose que vous Votre dites... logique à vous, certainement. Bon, nous allons évoluer. Non, la seconde chose que je voulais dire, que les forces de l'opposition... Parce que ceux qui sont avec vous en politique n'ont plus besoin d'argent. C'est au contraire ceux qui vous combattent qu'il faut intéresser. C'est une logique. Je vais progresser dans cette émission pour la question de savoir parce que par rapport à la lutte les forces de l'exil, ceux qui sont en exil donnent de l'argent. Non. La preuve, moi, j'ai voté abstention le jour où on a voté contre la révision. Parce que c'est que abstention, ça vaut non. Mais si autant dire non tout de suite. Non. Chacun on vote selon son intime conviction. Mais si quelqu'un me donne de l'argent pour me dire de voter non, pourquoi je vais aller faire abstention? Non, ça dit, quand on est dehors, on suppute. Mais ce n'est pas des choses qui sont toujours fausses. Mais moi, je dis, c'est venu s'amplifier ces derniers temps. Alors, je dis ça à Mousso. Basil Arrossi, vous estimez que la lutte contre la corruption est impartiale. Nous avons Sébastien Germain-Javon qui a été épinglé dans une affaire de drogue. Récemment, nous avons encore Séraphin Yeto qui est cité dans une affaire de découverte de 145 kg de drogue. Séraphin Yeto qui est quand même un soutien du régime de la rupture. Est-ce qu'avec cela, vous pouvez encore dire que cette lutte elle est impartiale lorsqu'on sait où est aujourd'hui Séraphin Yeto depuis quelques jours? Vous êtes en train de circonscrire la lutte contre la corruption à la question de la drogue. Parce que... Nous avons également d'autres. Nous avons Jean-Baptiste Munguet, nous avons le directeur général de l'ANAT. Nous avons beaucoup de partisans du chef de l'État qui ont pris devant la criette et qui sont aujourd'hui sous les verrous. Moi, oui. Je vais vous citer les cas où on devrait le faire, où on ne l'a pas fait. Si vous allez à l'Assemblée aujourd'hui, les plus gros affidés du chef de l'État, c'est ceux qui ont volé l'eau. C'est ceux qui ont volé les machines agricoles. Vous en dites quoi? Si c'est valable pour un, il faut que ce soit valable pour deux. Ensuite, mais qu'ils vous souviennent l'histoire du ministère du cadre de vie, où on a acheté des motos, c'est plus 6, 7, 8 millions, ça fait beaucoup de bruit, et puis ça s'éteint doucement. Je ne dis pas qu'on ne fait rien, mais je dis que de temps en temps, on fait quelque chose pour nous faire croire qu'on en fait beaucoup. C'est ça, moi, on fait croire qu'on en fait beaucoup. Oui. Alors, Distel Moussou, que pensez-vous de la lutte contre la corruption et contre l'impunité sous Patrice Talon? Je crois que, comme l'a dit le président Soglo en 1991, lorsqu'il devrait composer son tout premier gouvernement, alors qu'il venait d'être, n'est-ce pas, son billet venait d'être composté pour la Marina, et dès qu'il prenait un nom, qu'il mettait sur la liste de son gouvernement, les Béninois ou ses proches trouvaient toujours des affaires à coller à celui-là. Jusqu'à un matin, il s'est exacerbé, il dit, ben, écoutez, je ne vais tout de même pas tuer décapiter tous les Béninois et travailler avec leurs cadavres. Voyez-vous, lorsqu'on, de façon mal intentionnée certainement, cherchait à fouiller la poubelle de M. Arrossi, on va lui trouver quelque chose, n'est-ce pas? C'est comme ça, le Béninois. C'est pour cela que le président Patrice Talon a décidé de faire de la lutte contre la corruption et de l'impunité son cheval de bataille. Mais il a instauré... Est-ce que cette lutte est impartiale? Ça dépend de quel côté on se retrouve, on va se retrouver pour l'analyser. Un enfant qui naît... De votre côté, elle est impartiale? Un enfant qui naît, on va me demander pourquoi est-ce qu'il est né au Bénin, pourquoi est-ce qu'il est né en Afrique du Sud. Non, on ne choisit pas son lieu de naissance. Voyez-vous, c'est pour dire quoi? Pour dire que le président Patrice Talon, avant lui, le président Boni Yayi, chacun en fonction de sa personnalité, chacun en fonction du contexte et chacun en fonction du discours qu'il porte, mène sa lutte. On a vu le président Boni Yayi marcher, n'est-ce pas?
On a vu avant lui, le président Soglo s'écrier « on va faire rang-gorge ». On a vu, on a entendu, n'est-ce pas, les partisans du président Kérékou également mener à leur manière la lutte contre la corruption. Mais ce dont il faut parler aujourd'hui, et ce dont il faut être fier, c'est lorsqu'un Béninois en arrive à toucher à 1 franc du denier public, il en répond, qu'il soit de la droite ou de la gauche. Je ne suis pas sûr. Et j'ai des cas, j'ai des faits. Moi, je ne vais pas m'évertuer à citer des cas où on devrait ou on n'a pas. Mais je devrais mettre beaucoup plus en exergue les cas où on a et user de la pédagogie, n'est-ce pas, pour toucher le subconscient du Béninois. Parce qu'en réalité, le phénomène de la lutte contre la corruption ou le phénomène même de la corruption n'est pas un problème de régime. Ce n'est pas un problème de gouvernement. C'est un problème de posture du Béninois ou du Dahoméen d'antan. Mais c'est pour dire que c'est chacun chez lui qui va commencer par dire à ses enfants qu'il faut se suffire du fruit de son travail. Alors, sinon, comment comprenez-vous que nous sommes dans un contexte où le Béninois, dont le salaire tourne autour de 280 000, puisse aller se louer un appartement de 160 000 ou de 200 000, avoir un enfant, 4 gosses, qu'il met dans des écoles privées, il a un véhicule. Comment est-ce qu'il va entretenir, comment est-ce qu'il va vivre sur un budget de 280 000 nets s'il n'est pas un voleur, s'il n'est pas un détourneur? Alors, aussi, vous amenez votre tissu. Qu'est-ce qui J'en aurais fini pour dire que je ne parle pas, je ne vise pas que les fonctionnaires, je ne vise pas que les cadres. Vous amenez votre tissu chez le couturier. Il gruge. Et 2 semaines après, vous retrouvez votre tissu sur sa petite fille ou sur son petit garçon. Mais c'est des faits. Vous n'avez pas peut-être réclamé vos coupons. Non, c'est pour vous dire que le phénomène est général. Ce n'est pas un phénomène des cadres, un phénomène des fonctionnaires. Il faudrait soigner le mental béninois. Alors, Basile Arossi, qu'est-ce qui justifie selon vous la corruption au Bénin? Non, la corruption. Qu'est-ce qui fait qu'on a comme l'impression que c'est une habitude qui a la peau dure? La corruption n'est pas que de nationalité béninoise. Et elle existe partout, Et je dirais même, elle est plus prononcée dans les pays développés que chez nous. Mais, M. Amoussoula, heureusement, dit, chacun, la cité Soglo, Yahi, Talon, chacun fait à sa manière. Donc, je suis d'accord, le président Talon est en train de faire à sa manière. Il protège ceux qu'il peut, et il attrape ceux qu'il peut. Je suis d'accord quand il dit que chacun le fait à sa manière. Bon, moi, puis, il y a autre chose. Le poisson pourrit par la tête. Oh là là. Non, ça, c'est connu. C'est connu. Je dirais que c'est limite, sinon que c'est un raccourci. Non. Basile Arossi, dites cela, on va laisser chacun opiner pour pouvoir progresser dans cette émission, s'il vous plaît. Oui. Et ça, le président Yahya a marché contre la corruption, je crois, fait le tour de Cotonou. Je l'ai dénoncé. C'était une tête pourrie? Je l'ai dénoncé. Non, attendez. Non, répondez à ma question. Dites cela, Moussou, c'est moi qui pose la question ici, s'il vous plaît. La Basile Arossi. J'ai dit le poisson. Je n'ai pas encore cité ceux qui sont les têtes les pourries. Je n'ai pas encore cité. Pourquoi vous vous excitez? Je n'ai pas encore cité. Non, je trouve simplement que... Quand j'aurai fini, vous tirerez les conséquences. Moi, je ne veux pas citer. Mais c'est un adage qui existe avant ma naissance et avant la vôtre. Donc, le poisson pourrit par la tête. Ça, c'est connu. Et je vais vous dire, la corruption aujourd'hui, les petites choses dont on parle. Le policier qui prend 500 francs au Carrefour pour prendre Pure Water parce que ils sont maintenant dans des cabines où il fait très chaud là. Bon, c'est pas ça la corruption. Ils ont déjà les cabines aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais je trouve que ce n'est pas mieux qu'avant. Mais la corruption, la vraie corruption, c'est les marchés publics.
C'est les marchés publics. Et je dis, bon, j'étais à l'Assemblée, le chef de l'État avait sa majorité. Quand on a introduit dans le code des marchés publics que le Conseil des ministres peut attribuer des marchés, j'ai dit c'est foutu. Et dans aucun pays de l'UEMOA, ça n'existe. J'ai dit c'est foutu. Parce que c'est des milliards. Et on a pourtant une cellule de passation de marché au niveau du ministère, je crois, Direction nationale des marchés publics. Quand on a introduit ça dedans, bon, quand il y a ça, quand on dit que, quand nous étions à l'Assemblée, lorsque le gouvernement, le chef de l'État signe un accord de prêt, avant qu'on le décaisse, le dossier vient à l'Assemblée, on examine. Si la charge est trop lourde, on rejette. 3%, 4% des gens rejetaient parce qu'on pouvait trouver à 1%, à 0,75%. Aujourd'hui, c'est exclu. Les députés ne savent pas combien on a prêté, à combien on l'a prêté, quand on va le rembourser, ils ne savent pas. Et ça, c'est des phénomènes de corruption. C'est des phénomènes de corruption. Parce que moi, au lieu d'aller prêter de l'argent, au lieu d'aller emprunter de l'argent à droite, je peux aller à gauche sans devoir m'en expliquer. Moi, c'est ça que je dis. Bon, vous avez votre temps de réaction. Les autres cas. J'entends des choses. Non. Je suis. Vous voyez, vous êtes dans votre monsieur, vous êtes dans votre rôle. Je suis dans le mien. Moi, j'explique avec des exemples. Bon, c'est pour ça que je dis la lutte contre la corruption telle que ça se passe, ça ne me convainc pas. Ça ne vous convainc pas. D'ici là, votre opinion pour conclure ce que monsieur Arossi essaie de nous faire comprendre, c'est que le pragmatisme, n'est-ce pas, instauré sous la gouvernance du président Patrice Talon, a complètement éloigné, n'est-ce pas, l'hégémonie des hommes politiques sur le développement de notre pays. En fait, c'est de cela qu'il est question. Il est question que il y a quelques années derrière, avant, n'est-ce pas, de contracter un prêt, le gouvernement était lié pieds et mains à l'Assemblée et devrait justement posséder à l'octroi de bâti. Vous affirmez des choses. J'affirme. Vous avez été député. Je dis j'affirme. Vous avez été député. Ça fait 32 ans que j'exerce le métier de journaliste. Seulement 32 ans, c'est beaucoup. Ça vous permet de faire des affirmations aussi graves. Je dis 32 ans. Et j'ai des faits. Et je suis même péremptoire là-dessus. Voyez-vous? Très bien. Donc, ayant observé toutes ces pratiques, et surtout, et aussi, pour fuir la lourdeur administrative, n'est-ce pas, qui faisait que, pour construire 100 km de route, il fallait faire 2 ans d'études de dossier. Il fallait mettre 1 an et demi, n'est-ce pas, pour la recherche de financement et mettre 2 ans pour la réalisation, de sorte que le président, qui devrait faire 5 ans, un mandat de 5 ans, se retrouve à août avec des éléphants blancs. Mais le président Patrice Talon, à travers sa gouvernance, a refusé de tomber dans ce piège-là de ces politiciens qui se retrouvent à l'hémicycle et mettre le coude quand ça ne leur plaît pas. Et je vous ai parlé au niveau des lois de finances. J'en aurais fini. Merci. Pour dire qu'aujourd'hui, parce que le président Arossi dit qu'il ne sait plus combien était prêté, et aujourd'hui, et pour quel taux et à quel moment on devait rembourser, je l'informe qu'actuellement, n'est-ce pas, le gouvernement béninois vient de faire une prouesse, n'est-ce pas, je n'ai plus le montant exact, en allant, n'est-ce pas, recueillir pour le Bénin, pour ce qui concerne les travaux au niveau du social, beaucoup de milliards, vous allez peut-être m'aider en avoir de francs CFA. Et le taux est connu, et le délai de paiement est connu. Lorsque vous êtes un homme politique, c'est que vous vous renseignez. Mieux, l'administration des finances dans notre pays aujourd'hui, à travers le ministère propre du gouvernement, donc le gouvernement, met en place au fur et à mesure des plateformes, des liens d'information qui sont relayés par tout ce qu'il y a comme organe de support d'information dans notre pays,
Si vous refusez, n'est-ce pas, d'aller vers l'information aujourd'hui, l'information va vers vous. Maintenant, vous aurez compris, si vous êtes démocrate et que vous bouchez les oreilles, je ne pourrai rien pour vous. Alors, Basila Rossi, nous allons progresser dans cette émission. Oui. Cette semaine, le professeur Joël Frédéric Aïvo était à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Vous êtes un peu un ami du professeur Joël Frédéric Aïvo, un compagnon de lutte. Comment avez-vous suivi les auditions au niveau de la Criette et quelles sont vos appréciations sur ce qui s'est déroulé jeudi dernier? Merci. Bon, j'avais voulu dire un mot, mais on passe parce que chacun est dans son rôle un peu campé là. On n'en finira pas. On n'en finira pas alors qu'on a d'autres sujets. Le professeur Joël Aïvo, je crois que ce qui s'est passé hier, enfin ce qui s'est passé le jeudi dernier, bon, moi je ne m'attendais pas à autre chose. Je ne m'attendais pas à autre chose parce que un citoyen de ce rang qu'on kidnappe sur la voie parce que c'est du flagrant délit, qu'on commence à déjà pas dire qu'il sera présenté 3 mois après. J'ai été regarder un peu les tests après, quand on a commencé à faire les commentaires. Je ne suis pas praticien du droit. J'ai trouvé déjà qu'il y avait abus de pouvoir. Et puis, volonté manifeste de nuire. Le flagrant délit, il semble que c'est dans les 72 heures qu'on présente l'intéressé. Et puis, 3 mois après, il paraît que ça faisait exactement, ce jeudi-là, ça faisait exactement 111 jours. On décide de disqualifier l'infraction et de la requalifier pour qu'il traîne au maximum en prison. Bon, je dis que ça Vous estimez que c'est une manœuvre pour briser le moral? Ça fait partie de la stratégie du régime contre les opposants. Moi, ça ne m'a pas surpris. Du régime contre les opposants. Est-ce que l'avis est le même au niveau de Distel Amoussou? Non. Distel Amoussou. Ne demandez pas que ce soit le même, quand même. Ne demandons pas que ce soit le même. Il va se prononcer sur la question. Il a été pris pour une affaire de flagrant délit. Est-ce que le délai de sa comparution ne pose pas problème? Joël Aïvo est un ami. Et moi, j'étais jeudi dernier dans la salle, à ses côtés. Je ne me suis pas gavé simplement de commentaires de presse. J'étais dans la salle pour soutenir un ami, même si un ami est en faute. Il reste un ami pour moi, n'est-ce pas? Je vais vous dire que ça n'est pas juste et honnête de taxer la justice de mon pays d'une justice aux ordres. Quelqu'un l'a dit ici? Ça n'est pas juste de trouver qu'il y a une volonté manifeste de nuire ou de faire du mal à Joël Aïvo. C'est dommage parce que nous parlons de Joël Aïvo aujourd'hui. Nous parlons de Rekiat Madougou. Nous parlons d'élite. De l'élite, c'est ça, non? Lorsque l'élite est en difficulté, tout le monde s'en offusque. Mais dans nos tribunaux, il y a des pratiques. Dans le pays. Et je n'ai jamais entendu le président Rossi s'offusquer de ce que quelqu'un qui a été pris pour un vol de cabri sur le fait soit présenté au procureur en flagrant délit 15 jours après, au minimum. C'est la pratique dans le cours et tribunaux. J'ai pas d'exemple. Alors, quand c'est juste, vous n'avez jamais d'exemple. Mais vous jugez les gens. C'est la tristesse. À partir de vos... J'observe. J'observe. Non. Parce qu'on ne vient pas, un responsable de votre rang, on ne vient pas sur un plateau pour racoler ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux. Je dis la pratique. Et je demande à Esaïe TV d'envoyer les journalistes stagiaires dans nos tribunaux et cours. Il y a le tribunal de première instance de Cotonou. Il y a la prison civile de Cotonou. La pratique, c'est le minimum 15 jours pour le cas de flagrant délit. Je le confirme. Pourquoi c'est ainsi? Pourtant, la loi parlait de 3 jours. Et non. S'il vous plaît. Et non 3 mois. S'il vous plaît.
Pourtant, la loi parlait de 72 heures. Vous savez ce que le fond dit? Zodje, Wamonosi Hodji, Bonmima Tia, Kwanosi Huena Fio. Merci à vous. Vous allez subir ça. Veuillez traduire cela pour ceux qui nous suivent. Et qui Je ne dis, comprennent pas le lorsque fond. la paillote du pauvre est en feu, si vous ne l'aidez pas à éteindre, eh bien, l'immeuble du riche partira en fumée un jour. Alors, Lorsque ces anonymes de Béninois vivent ces situations insupportables dans nos tribunaux, dans nos prisons, et que vous, qui êtes de l'élite, président de ci, président de ça, vous n'évoquez pas le sujet, vous n'allez pas à leur secours, ne venez pas vous offusquer de ce que un des vôtres comment Léon se Badji retrouve un jour dans la même situation. Quelles sont vos espérances aujourd'hui dans ce dossier? Et je vais d'abord demander à M. Amoussou d'éviter un peu la violence verbale. Parce que parler d'honnêteté, vous venez... Hélas, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Non, je vous en prie. Je ne sais pas si je suis plus honnête que vous, mais vous ne pouvez pas estimer que vous êtes plus honnête que moi. Je parle des tribunaux. De la Non, vous avez déjà parlé d'honnêteté tout à l'heure. La seconde chose, c'est que parce qu'il y a des gens qui ont volé poulet, qu'on n'a pas pu juger dans le délai, on peut juger à Ivor un an après. C'est ce que je comprends. Oui, il faut le comprendre comme ça, si vous voulez. Maintenant, je dois d'abord dire, quand j'ai entendu blanchiment de capitaux, j'ai eu un pincement de cœur. Parce que je sais que le professeur Aïvo levait des télétons pour aller faire son tour. J'ai des amis qui me l'ont dit tard, sinon j'aurais donné 10 000, 15 000, 20 000, qui donnaient pour dire mets l'essence dans ta voiture, tout ça. Bon, donc c'est pourquoi je dis la volonté manifeste. Oui. Maintenant, le dossier, la suite, vous me demandez. Non, je suis en train d'apprendre dans les coulisses qu'il va être condamné à 5 ans. Je n'en sais rien. Ça c'est sûr. Regardez par exemple ça qu'un responsable me sort sur le plateau de télévision. Oui, mais regardez ce qu'un responsable me sort sur le plateau de télévision. Ce que j'ai entendu. Vous avez dit que Aïvo est un ami et qu'il est en faute. Selon vous, quelle est la faute qu'il a commise? Je viens d'entendre. Je ne vais pas juger. Je ne vais pas juger. Vous avez dit qu'il est en faute. Quelle est la faute qu'il a commise? Et il dit un des nôtres. Ensuite, il dit c'est son ami. Moi, je ne me retrouve pas. Quelle est la faute qu'il a commise? Je me retrouve pas. Je peux parler? Oui, quelle est la faute? Pour vous dire que... Sans attaque personnelle. Pour vous dire que moi, je ne peux pas juger... Vous avez dit qu'il est en faute tout à l'heure. Je ne suis pas la justice. Voyez-vous? Mais pourquoi vous jugez? Ce n'est pas parce qu'on dit qu'un ami à moi est en faute qui n'est plus mon ami. Il faut comprendre le sens. Ma question, pourquoi vous évoluez dans le débat? Dissela Moussou, quelle est la faute qu'a commise Joël Frédéric Aïvo? Non, vous n'allez pas me demander la faute qu'il a commis, mais vous allez me demander peut-être ce qu'on lui reproche. Mais puisque vous avez dit qu'il est en faute. Je n'ai pas affirmé qu'il est en faute. Puisque M. Arossi est libre et est sur un plateau de télévision aujourd'hui. Alors, je suis libre et je suis sur un plateau de télévision. Donc, je ne peux pas dire que tel autre polémiquer autour de ce dossier qui est mais ce que je dirais plutôt, la justice, je viens d'entendre quelque chose. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Non, si vous permettez. Je viens d'entendre parler de Téléthon. Je reste avec vous, Distella Moussou, pour poursuivre ce débat. Nous avons également cette semaine Séraphin Yeto, qui a été également du côté de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans un dossier de 145 kg découvert dans l'un de ses conteneurs. Vous avez suivi un peu cette actualité. Séraphin Yeto qui a connu une chute dans les escaliers de la Criette également. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? J'étais également là jeudi dernier pour suivre cette affaire. J'étais à la Criette. Pour vous dire que moi, je ne suis pas juge. N'est-ce pas? Je ne peux pas. Justement, nous apprécions juste les faits. Je ne peux pas vous dire avec l'élégance qui s'y est ou la technicité qui s'y est ce qui s'est passé. Mais ce que je retiens, c'est que la justice de mon pays est en train de faire son travail. Et que à la décharge de mon frère, et là je vais vous surprendre, de mon frère Yeto, c'est la fin, c'est ça. Lui n'est pas en fuite.
Il est aujourd'hui dans le pays et il fait face à la justice de son pays dans une affaire de drogue. Il y a quelques années derrière, il a plu à un concitoyen se retrouvant pratiquement dans une affaire similaire de prendre la poudre d'escampette. Il n'est pas le premier à fuir. Donc, je dis, des gens ont fui la Merci justice. à vous, Distel je ne Amoussou. peux pas Alors, vous comment dire Léon plus. Basile Rossi, nous n'allons pas trop tarder sur le sujet. Votre commentaire également sur ce même sujet. Oui, mais Quand on parle de découverte de 145 kg de drogue. oui, avant ça, je dois dire, j'ai parlé de 5 ans. Monsieur Amoussou. Non, la requalification du dossier amène dans cette portion de tension. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas ce que Bon, vous appelez. maintenant, dire, ne le pas le Nous dire sommes, sur nous le sommes plateau. dans un dossier criminel à Nous nouveau. sommes, bon, oui, à Maintenant, nouveau, à dans nouveau. un- J'espère que d'ici Ce là... que je ne vais pas vous faire, enfin, excusez-moi, je ne vais pas vous l'enseigner. Vous savez que en matière de procédure pénale, on peut requalifier le crime à tout moment de la procédure. Mais- Je m'en arrête là. Je m'en Faites-le, arrête là. faites-le. Je m'en arrête là. Faites-le. Alors, Bon, Basile Rossi. le dossier... Non, je pense que la question de drogue devient préoccupante. Elle devient préoccupante. Et je voudrais saluer le gouvernement s'il est en train vraiment de lutter contre le trafic de drogue. Merci déjà. S'il est vraiment en train de lutter contre le Vous trafic pensez qu'il de pourrait drogue. avoir d'autres intentions? Oui, mais parce que... C'est un soutien du pouvoir en place. Oh, écoutez, je ne sais pas si vous avez suivi un commentaire quand le président Adjavon Sébastien a eu les ennuis. Il y a des soutiens de circonstances. Si Yeto ne sert plus à rien aujourd'hui, ça peut lui arriver. Bon, mais je vais déjà saluer le gouvernement s'il est vraiment en train de lutter contre le trafic de drogue. Parce que on voit les gens qui sont à la surface, mais on ne sait pas à qui profite le crime. Voilà mon commentaire. Merci à vous, Commandant Léon Basile Rossi. Je me retourne vers Distel Amoussou pour également prendre l'avant-dernier sujet de ce qui nous réunit ce matin. Nous allons faire également un tour de table sur ce sujet. C'est l'installation du conseil électoral avec Sakalafia à sa tête. Nous avons une démission pour convenance personnelle. Distel Amoussou, quelle appréciation avez-vous sur ce sujet? Moi, je voudrais souhaiter que cette institution indépendante fasse autant, sinon mieux, de prouesses dans la rigueur, dans l'abnégation, dans l'efficience que la défunte Sénat. Je voudrais souhaiter pour sa tête, notamment le ministre Saka Lafia, devenu, j'ai failli dire quelque chose, une bêtise, le ministre Saka Lafia ou devenu aujourd'hui président de la CE, c'est ça? Du La conseil commission, électoral- du conseil le électoral. CE et le conseil électoral. Moins de scandale. Moins de scandale, je le dis honnêtement et franchement. Parce qu'en réalité... C'est un homme à scandale selon vous? c'est un homme, je ne vais pas l'affirmer, mais lorsque je vois son parcours, il y a un peu trop de remous derrière lui lorsqu'il passe. Et je ne voudrais pas souhaiter pour les processus, n'est-ce pas, électoraux dans notre pays, des remous, car aucun développement ne peut, n'est-ce pas, se faire, se réaliser dans des remous. Hein. Je ne veux pas faire une fixation sur l'homme, mais je voudrais souhaiter que l'organe soit à la hauteur de la mission républicaine qui lui a été confiée. Est-ce que Basile Rossi craint également des remous avec Sakalafia à la tête de la Sénat, de la CE, du conseil électoral? Bon, moi, son passé, je ne sais pas, à part les histoires de Marie Agleta, je ne sais pas, mais je crois que la précédente Sénat avait l'air beaucoup plus incolore. C'est vrai que chaque membre de cette Sénat avait ses convictions, mais Tiando n'était pas visiblement membre d'un parti politique.
Mais lorsqu'on prend le vice-président d'un parti politique pour placer à la tête de cet organe, les crises qui vont naître seront légitimes. Parce que lui, il est homme. Et il doit pouvoir, il a les faiblesses humaines. Je crois qu'on aurait mieux fait, si on voulait un organe bien technique, de ne pas mettre un politicien de ce niveau à la tête de l'institution. À la tête de l'institution. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission de ce samedi qui décrypte l'actualité politique de la semaine. Chers amis internautes, le dernier sujet qui nous réunit ce samedi, c'est cette déclaration, il y a 8 jours, du président Patrice Talon, sa volonté qui a été réaffirmée, qu'il a réaffirmé de transmettre, j'allais dire, le pouvoir en 2026. D'Istella Moussou, Patrice Talon l'a réaffirmé. Pourtant, la Constitution est bel et bien claire, mais qu'est-ce qui fait couler encore beaucoup d'encre de salive sur la toile depuis que le chef de l'État a effectué cette déclaration? Alors, il faut dire que c'est le contexte sociopolitique de notre pays qui, je ne dirais pas l'exige, mais qui le suggère. Il faut aussi dire que c'est la pratique dans la sous-région, parler de la géopolitique, qui, pas l'impose, mais le suggère. Vous savez, le président Patrice Talon l'a dit, il n'a pas de mérite en la matière. Ses prédécesseurs ont respecté les 2 mandats inscrits dans notre Constitution. Quand même, il y avait des suspicions, comme quoi il y avait une volonté quand même de... C'est pour cela que je parle de contexte sociopolitique dans notre pays. Il était certainement de besoin, ou il est de besoin, de décrisper, n'est-ce pas, l'atmosphère politique dans notre pays. C'est certainement pour cela que le président Patrice Talon a décidé de saisir cette occasion pour réaffirmer son engagement à ce qui est déjà instauré dans notre Constitution, la Constitution du Bénin. Voyez-vous, il y avait un mélange de tout. Il était dénoncé par rapport à ces manœuvres de s'éterniser au pouvoir. Il était dénoncé à travers sa gouvernance politique. Il était dénoncé à travers. Malgré qu'à l'entame, au début de son avènement dans notre pays, il a dit qu'il n'allait faire qu'un seul mandat. Il n'a pas été écouté, il n'a pas été suivi. Il s'est retrouvé seul contre tous. D'où le second mandat. Voyez-vous, d'où le second mandat. Maintenant, pour rester collé à sa philosophie, à son idéal, il a fait, et avec l'appui de la classe politique, fait incruster dans du marbre, dans notre Constitution, une disposition inédite dans toute l'Afrique. Qu'on peut réviser à tout moment. Voyez-vous que malgré tout, la nuit, la suspicion continue. Et justement, je vais interroger... C'est pour vous dire que... je finis. Je n'ai pas fini. Oui, c'est pour oui, vous dire allez, que, allez. justement, pour donner du laxatif à cet appétit de suspicion dans notre classe politique, il a saisi une occasion d'une structure de la CEDEAO pour venir réaffirmer son engagement. Mais voilà que je viens d'apprendre, tout triste, que cette disposition-là, on peut la réviser nuitamment. Alors, Léon Basile... Bon, alors je ne sais plus ce qu'il faut faire Êtes-vous dubitatif pour le politicien béninois. au départ de Patrice Talon? Je ne du pouvoir en décrète 2006. pas qu'on puisse réviser. Je sais que la Constitution est révisable. Et surtout que chez nous c'est vers 0h, 1h, 2h que ça se fait. Bon, moi, je veux voir les choses venir. Parce que je me rappelle toujours, si même les réformes que j'engage n'arrivaient pas à passer, à titre personnel, je ferai le mandat unique pour montrer à mes concitoyens qu'on peut faire le job et laisser la place à d'autres. Je ne sais pas si
Monsieur Amoussou a entendu ça. J'ai bien entendu. Et puis, mais qui a mis la pression pour qu'on le dise? Non. Et puis, dans la tournée, je crois que c'est à Djom quelque part. Est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il ne faut pas aller? Est-ce qu'il faut aller? Ce qui était déjà prémédité depuis. Bon, au nom de la bonne gouvernance, il faut aller. Quand les choses se passent comme ça, moi, je ne crois plus. Ce n'est pas que je dis qu'il va faire 3, 4, 5 mandats. Mais je laisse les choses. Vous ne croyez plus. Alors, ça nous amène un peu à généraliser un peu le phénomène, puisque nous parlons de troisième mandat. Qu'est-ce qui, selon vous, en tant qu'acteur politique et observateur de la vie politique en Afrique, qu'est-ce qui, selon vous, est la base, la cause causante de cette pandémie du troisième mandat en Afrique? Est-ce le besoin d'assurer ses arrières après le pouvoir? Est-ce la crainte de ne pas être poursuivi après le pouvoir? Ou peut-être c'est cet attachement au pouvoir? Moi, je crois qu'il y a la crainte de l'après-pouvoir. Il y a aussi les délices du pouvoir. Je crois que ce sont ces choses-là. Mais le pouvoir concerne un État. Et il ne faut pas, à partir de ces ressentiments personnels, juger de ce qu'on doit faire de l'État. Justement, lorsque vous parlez de ressentiment personnel, avant de revenir à Distella Moussou, est-ce que vous savez que lorsque le chef d'État ne doit pas prendre en compte que son ressenti, qu'il y a autour de lui quand même une garde rapprochée, une chasse gardée, qui ne veut pas qu'il quitte le pouvoir? C'est lui qui a été élu. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui emporte la responsabilité. C'est lui qui emporte la responsabilité. Distella Moussou, vous êtes consultant média communication, vous avez quand même des compétences au-delà des frontières béninoises. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui contraint nos chefs d'État, nos dirigeants africains à vouloir s'éterniser au pouvoir? Lorsque nous prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que Ouattara s'est retrouvé presque contraint à faire un troisième mandat contre son gré. Il y a 3 éléments fondamentaux. Je citerai 3 éléments fondamentaux. Le premier, il y a l'essence du pouvoir. Ce que le président Basil Arossi appelle le délice du pouvoir. Il y a que personne ne sait cracher du miel. N'est-ce pas? Le miel, il reste miel. Voyez-vous. Deuxième élément, il y a la crainte de l'après-pouvoir. Et si on n'a pas la garantie que pour un oui ou pour un non, on va se retrouver en prison, eh bien, on est plus à l'aise à quitter le pouvoir. Et ça, on l'a déjà connu dans ce pays au cours de la conférence nationale des forces vives de la nation, où feu Monseigneur de Souza Paix à son âme a dû négocier durement et chèrement l'amnistie pour le président général Kérékou à l'époque. Parce que dans certains cas, si c'est la tête seule qui bénéficie de l'amnistie, les autres peuvent lui faire ce qu'on appelle la révolution du palais, quoi, se retrouver le pouvoir en main. Le troisième élément qui est fondamental et que le président Rossi n'a pas cité, c'est la faiblesse de la méthodologie des classes politiques de l'opposition dans le contexte de l'exercice du pouvoir en Afrique. Je ne parlerai pas du Bénin. Est-ce que vous ne voyez pas aussi au nombre de ces éléments l'épineuse équation de désigner un dauphin? Non, même pas. Je dis la faiblesse de la méthodologie des classes politiques de l'opposition dans l'exercice, n'est-ce pas, du contexte politique en Afrique. Voyez-vous, lorsque vous bottez à la touche tout ce que fait celui qui est au pouvoir, vous ne le rassurez pas. Et vous ne rassurez pas ces réformes. Et aujourd'hui, dans le contexte béninois, il est d'une nécessité impérieuse de sécuriser les réformes. Et toutes les réformes. À commencer par la réforme du système partisan. Ah, mon Dieu. Alors, Basil Arossi. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui, Distella Moussou, allez-y. Alors, vous prenez beaucoup de temps. Oui, parce qu'il faut que je fasse une démarche pédagogique pour expliquer ce concept-là. Parce que c'est un concept qui est à la base de beaucoup de déchéances politiques en Afrique. Vous étiez en train de citer le cas Ouattara tantôt. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que Ouattara. Allez en Mauritanie. Regardez ce que nous vivons au Tchad. Et le dernier élément pour finir, pour sortir de cette réflexion,
il y a les intérêts de ce que j'appelle les forces exogènes d'intérêt qui accompagnent les régimes en place, les gouvernants, dans le siphonnage systématique des ressources de l'Afrique. C'est ces forces exogènes-là qui participent au maintien au pouvoir longtemps des monstres formés par les classes politiques de l'opposition mal inspirées. Nous avons entendu Alpha Voyez-vous, Condé sur le sujet. Regardez, qui le cacao, qui le pétrole, qui l'or, qui le... Parfois, je me surprends en train de remercier le bon Dieu d'avoir privé le Bénin de ressources minières. Alors, Basile Arrossi, Sinon, on ne serait pas là. Pour conclure ce débat, est-ce À que faire vous ne de pensez longs pas discours. que l'opposition a une part de responsabilité dans la concrétisation de cet idéal? Patrice Talon qui veut prendre le pouvoir en 2006, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de la classe politique de l'opposition, vous avez une part de responsabilité à l'aider à réaliser cela? Merci. Monsieur Amoussou a parlé des réformes et puis il a cité en première ligne le système partisan, mais vraiment, j'ai eu le vertige. Parce que... Ah, j'espère que... Non, je m'en suis remis. Heureusement parce que pour moi. Je sais que vous êtes... Heureusement pour moi, je ne peux pas être responsable de quelque chose. Non, parce que je me suis rendu compte, enfin, je me suis rappelé que vous êtes un mouvancier bon. Ah non, voilà. Bon, non, moi Voilà, je suis de l'opposition. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Non, on n'a pas besoin d'être membre de parti politique. Je ne suis même pas sympathisant. C'est pour ça que je vais même m'expliquer. Vous avez vu le président Talon est arrivé, il a dit, il va faire des réformes pour que la classe politique s'occupe de la politique. Ouais. Oui, voilà. Je suis content que vous ayez dit oui. Dans les réformes, les élections présidentielles ne sont adossées à aucun parti. Et on veut que la classe politique prenne la direction du pays. C'est depuis ces réformes-là que j'ai vu les partis, ce que j'appelle les grands partis, ne pas avoir de candidats. Je vais comprendre. Non, c'est intéressant. S'il vous plaît, c'est intéressant. Les élections présidentielles ne sont adossées à aucun parti. Oui, je suis en train de... C'est-à-dire qu'on aurait pu... On n'a pas besoin d'être dans un parti pour aller aux élections présidentielles. Vous suggérez qu'on puisse le dire... Si on veut renforcer le système partisan... Ça, par exemple, très pertinent. Si on veut renforcer le système partisan, ce n'est pas les députés qu'il faut aller faire élire par les partis. C'est le chef de l'État. Et mieux, on a un chef de l'État qui fait la réforme pour les autres. Lui-même n'est d'aucun parti. Et puis vous citez ça comme une bonne réforme. Non, mais il faut que ça parte de quelqu'un un jour. Non. Bon, merci. Voilà. Moi, je le dis, c'est la pire des réformes qu'on a. Nous sommes à la fin par rapport à la problématique du troisième mandat, les inquiétudes. Au niveau de l'opposition, vous n'avez pas de responsabilité? L'opposition, responsabilité, moi je ne vois pas. L'opposition qu'on s'emploie à détruire tous les jours. On s'emploie à détruire l'opposition tous les jours. Vous avez vu ce que FCB est devenu. Peut-être ça attend les démocrates. Nous faisons l'effort d'abord de tenir debout. Nous le faisons. Et nous n'allons pas abandonner. On fera ce qui nous paraît bon pour la nation. Vous ferez ce qui vous paraît bon pour la nation. Merci à vous. Léon Basile Arrossi, Distel Amousson en quelques secondes pour ne pas dire. Oui. J'ai une question précise par rapport à vous. Je risque de ne pas répondre à cette question. Oui, c'est pour vous poser la question de savoir, Distel Amousson. Un internaute a écrit qu'il faut occuper nos anciens présidents de la République. Est-ce que vous pensez qu'il faut, dans les réformes, il faut que le Parlement puisse trouver une alchimie à travers laquelle nos anciens chefs d'État, peut-être la Cour constitutionnelle, puissent être occupés afin qu'ils puissent se dire que bien que je quitte le pouvoir, je ne reste pas à la touche, je suis toujours dans le feu de l'action. Avant de penser cette plaie, je voudrais dire que le président Arrossi a sorti quelque chose de très intéressant. Et c'est en cela que je voudrais en appeler aux forces politiques de l'opposition à la rédaction d'un mémorandum. Parce qu'en réalité, on prend leur discours de façon parcellaire. On prend leur position en lambeaux. On n'arrive pas à les circonscrire.
Le problème, regardez cette alléchante proposition qu'il vient de faire. Moi, j'aurais aimé, par exemple, le lire dans une argumentation intellectuelle soutenue. D'accord? Et proposer un lobbying autour. Il a dit, pour finir, nous ferons ce qui nous paraît bien pour le pays. Mais il faut le faire. Je vous y encourage. Et je vous soutiendrai au besoin. Je vous le jure. Mais il faut le faire. Il faut le faire pas dans la logique du quitte-toi pour que je m'y installe. Il faut le faire, mais pas dans la logique de dézinguer toute la charpente de ce qui est fait. Mais il faut faire des propositions et soutenir, fédérer autour de ces propositions-là Sur ma question, le plus grand nombre de Béninois. Trouver une sorte de vestiaire ou de maison de retraite pour les anciens présidents de la République. Cela participe d'un choix politique parce qu'il coûte déjà suffisamment cher pour le contribuable béninois. Si vous voulez qu'on en rajoute, eh bien, s'il vous plaît, il coûte déjà assez cher aux contribuables béninois. Si vous voulez qu'il faut leur construire des villas, c'est pas à Pereret pour leurs vacances, ben écoutez, allons-y. Cela participe de choix politique. Parce qu'en fait, c'est quoi? En fait, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. Et ça, cela vient de moi. Depuis 1960 jusqu'en 2016, être président de la République n'a jamais été du mérite. Maintenant, c'est du mérite. Je dis, être président de la République n'a jamais été du mérite. Merci à vous, Distel Amoussou, Basile Rossi. Donc, je ne sais pas pourquoi Non, ce que je voulais dire, c'est par rapport on aura besoin à la charge, de leur donner plus. À la charge. Non, c'est pour vous dire que dans la loi, c'est prévu si un ancien président se retrouve quelque part où il a des revenus qui proviennent du trésor public. Je suis heureux de constater que le président Arossi... On ampute. Je suis heureux de constater que le président Arossi sait se coller à la loi quand cela l'intéresse. Permettez-le de s'exprimer, s'il vous plaît. Non, je suis content, je suis content. Non, je l'exprime. Donc le président Arossi sait se coller à la loi quand cela lui plaît. Des choses. Je vous en explique aussi celles que vous ne connaissez pas. Quand un ancien président je sais pourquoi se retrouve quelque part et qu'il a des avantages financiers, ça se répercute sur sa pension. Je sais pourquoi merci les démocrates à vous, peuvent, Léon Basile peuvent respecter un pan de la loi et rejeter l'autre pan. Du parti politique Les Démocrates, vous êtes inspecteur des douanes à la retraite. Oui, mais pourtant, vous étiez avec Distel Amoussou, qui est consultant média communication, analyste politique, chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Portez-vous bien, passez un excellent week-end en compagnie de le programme télé sur EZAE TV. On se retrouve samedi prochain pour le même exercice, probablement avec les mêmes invités ou d'autres. Portez-vous bien et prenez le rendez-vous demain dimanche pour l'invité avec Maître Abraham Sizdoukoué.